Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission RTI 1 reçoit. Dans un climat politique où chaque étape du processus électoral est scrutée à la loupe, la publication de la liste électorale pour la présidentielle de 2025 suscite interrogations, critiques et attentes. Quels enseignements tirer de cette liste? Quelles garanties pour l'inclusion et la transparence? Et surtout, quelles dispositions concrètes pour les parrainages et les candidatures à quelques mois du scrutin? Ce soir, nous recevons Ibrahim Coulibaly-Cuibière, président de la Commission électorale indépendante, pour une émission Vérité de 90 minutes, un face-à-face sans détour. Je l'espère. Vos préoccupations seront donc au cœur de nos échanges, soit par ma voix ou celle de l'IME qui m'accompagne ce soir, soit par téléphone ou encore en scannant le code QR qui s'affichera de temps en temps au bas de votre écran. Alors, l'IME est avec moi ici en studio. Bonsoir l'IME. Bonsoir Hamza. L'IME est journaliste à Radio Côte d'Ivoire, meilleur journaliste reporter du pays, Ebony, Super Ebony 2023. Celui qui gère le téléphone ce soir, comme toujours d'ailleurs, c'est Régis Kofi, présentateur JT ici à RTI 1. Et la tablette pour les questions via code QR, c'est moi-même qui la tiens. Bonsoir donc, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Diaby. Bonsoir, Monsieur Ly. Bonsoir, Président. Très heureux de vous retrouver ce soir. C'est partagé. Ça fait un long moment qu'on souhaitait vous voir dans ce fauteuil. Merci beaucoup. Vous êtes là ce soir et c'est chose faite. Bienvenue. On va y aller tout de suite avec ce premier élément vidéo que nous propose Siaka Kone. La Commission électorale indépendante a rendu publique la liste définitive des électeurs le 2 juin 2025. La publication de cette liste électorale en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025 a de profondes implications politiques, juridiques et sociales. Elle est irrécusable et irrévocable. Donc, désormais, l'unique référence pour voter à la présidentielle. C'est-à-dire qu'aucune modification, inscription ou radiation supplémentaire ne pourra y être apportée jusqu'au scrutin. La CEI se fonde sur un principe: garantir le respect du calendrier électoral. Le scrutin présidentiel est fixé au dernier samedi d'octobre 2025, selon la Constitution. Selon la CEI, toute révision de la liste électorale prendrait au moins 6 mois, ce qui mettrait en péril ce délai. Mais plusieurs leaders de l'opposition, à savoir Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, n'y figurent pas. Certains sont radiés pour condamnation judiciaire, d'autres pour défaut de nationalité. Cela exclut de fait les candidats potentiels, provoquant une levée des boucliers de la part de l'opposition. Cette liste fixe désormais le corps électoral. Elle détermine les votants, ceux qui aspirent à la magistrature suprême et ceux qui peuvent parrainer un candidat. Sur cette base, les candidats devront obtenir leur parrainage citoyen, une nouvelle exigence du code électoral ivoirien. Pour certains observateurs, la situation affaiblit la crédibilité de l'élection, en particulier si les principaux rivaux du président sortant ou de son parti ne peuvent pas se présenter. À l'inverse, le pouvoir estime que cette clarification évite les candidatures fantaisistes ou juridiquement contestables en instaurant une compétition conforme à la légalité. Avec la liste définitive publiée, le processus entre dans sa phase active avec la collecte des parrainages, déjà encadrée par la CEI, le dépôt des candidatures prévues pour juillet-août, la validation des dossiers et la publication de la liste des candidats officiels courant septembre. Cette phase s'annonce délicate, car les candidats devront prouver leur capacité à réunir un nombre suffisant de parrainages issus d'au moins la moitié des régions et districts autonomes du pays. Alors, Monsieur le Président, depuis une dizaine de jours, depuis le 4 juin précisément, la liste électorale définitive est disponible. Quelle est la taille de l'électorat ivoirien? Merci bien, Monsieur Diaby, de nous recevoir sur votre plateau. L'honneur est pour nous. Je voudrais, à chaque fois que besoin est, remercier la RTI, les médias dans leur ensemble, pour faciliter la tâche à la Commission électorale indépendante dans l'exécution de sa mission. Ceci étant dit, à l'issue donc de la dernière révision 2024-2025, la liste électorale définitive compte 8 727 431 électeurs sur toute l'étendue du territoire. Et donc, cette révision nous a permis d'avoir autant de citoyens inscrits sur la liste électorale. Il est bon de préciser que la commission électorale indépendante actuelle est celle
qui a fait le plus d'enrôlés sur la liste électorale de nos concitoyens. Voilà. Alors, combien de nouvelles inscriptions? Nous avons près de 715 000 nouveaux inscrits sur la liste électorale. Alors que vous en attendiez combien? Mais nous, on attend toujours tous ceux qui souhaiteraient venir s'inscrire sur la liste électorale. Vous aviez un chiffre quand même, une estimation? Non, mais vous savez, aujourd'hui, au dernier recensement, on nous a dit que la population électorale s'élevait à 12 500 000. Et aujourd'hui, nous avons 8 727 000. Il y avait un gap de 3 millions à 4 millions à aller chercher. Mais la commission électorale indépendante n'a pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens. Nous mettons à la disposition des citoyens le mécanisme pour les inscrire sur la liste électorale. Mais la volonté de venir s'inscrire relève d'eux-mêmes, puisque l'inscription sur la liste électorale est un acte libre et volontaire. Donc on ne saurait prendre pour responsable la commission électorale indépendante pour une défection de la population vis-à-vis de l'inscription sur la liste électorale. En tout cas, nous avons mis tous les moyens et nous pensons que nous avons enrôlé quand même le maximum de citoyens aujourd'hui. Nous sommes à près de 700 000, je crois que c'est beaucoup. C'est beaucoup. D'accord. Certains candidats déclarés affirment avoir été retirés de la liste. Oui. Il y en a qui n'y ont pas figuré depuis la liste provisoire. On va y aller au cas par cas, Monsieur le Président. Oui. Pourquoi, par exemple, il n'est pas sur la liste Monsieur Tidiane Thiam? Alors, cette façon de prendre le problème peut laisser entrevoir que les actions sont ciblées. Non. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la révision de la liste électorale a 3 grands objectifs. Le premier objectif, c'est d'inscrire les citoyens qui le désirent et qui en remplissent les conditions sur la liste électorale. D'accord. Quelles conditions il ne remplissait pas, M. Thiam? Ben, je viens. D'accord. L'article 6 dit que la liste électorale est mise annuellement à jour par la commission en charge des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Ces mutations sont au nombre de 3, comme je l'ai dit. Il y a donc la volonté pour ceux qui viennent d'être majeurs ou qui décident de s'inscrire sur la liste électorale. Donc l'enrôlement des nouveaux. Ensuite, il y a l'actualisation des données personnelles de ceux qui sont déjà sur la liste électorale. Et puis enfin, il y a le cas où, bien qu'étant sur la liste électorale, le citoyen ne mérite plus d'y être, soit parce qu'il est décédé, soit parce qu'il est déchu de ses droits civils et politiques. Voilà les 3 objectifs de la révision de la liste électorale. Alors, quand vous ne remplissez plus les conditions pour être sur la liste électorale, il revient à la commission électorale indépendante de vous sortir de cette liste. Cette sortie peut être définitive quand vous êtes décédé et elle peut être momentanée quand vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. Et à l'expiration de l'événement qui justifie votre radiation, mais vous revenez sur la liste électorale. Alors, pour revenir à votre question, comme bien d'autres, le président Thiam a été retiré de la liste électorale par les soins de la commission électorale indépendante, mais sur ordre de la justice. C'est bon de le savoir. Alors, à l'occasion de cette révision, nous affichons la liste provisoire pour permettre à la population d'auditer cette liste en y retirant, bien entendu, ou relevant à l'endroit de la commission électorale toutes les irrégularités qui peuvent y être contenues. C'est ainsi qu'un certain nombre de nos concitoyens ont saisi la commission électorale indépendante pour demander à celle-ci de radier le président Thiam de la liste électorale. Or, l'article 3 du Code électoral prescrit que pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être d'abord ivoirien, juge de ses droits, il faut avoir 18 ans, ivoirien, juge de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'incapacité ou d'indignité. Et le décret qui vient en application de cette disposition prescrit que pour s'inscrire, il faut que l'électeur soit détenteur d'un titre d'identité, c'est-à-dire la carte nationale d'identité. Mais en accord avec les partis politiques, on a, en plus de la carte d'identité, permis aux citoyens de s'inscrire sur la liste électorale avec un certificat de nationalité. Ce faisant, M. Thiam
s'étant inscrit en 2022 avec un certificat de nationalité, remplissant ainsi les conditions, ne pouvait voir sa situation radiée de la liste électorale parce que conforme au code électoral. C'est pour cette raison que cette requête, quand elle nous est parvenue, immédiatement, nous n'avons pas fait droit à celle-ci. Alors, compte tenu du code électoral, les décisions de la commission électorale indépendante en matière de contentieux de la liste électorale sont susceptibles de recours devant les juridictions. C'est ainsi que ces personnes-là, ces requérants, ont saisi le tribunal pour demander comment on appelle ça, au tribunal de radier M. Thiam de la liste électorale, motif pris de ce que le certificat de nationalité sur la base duquel il a été inscrit ne relatait pas la réalité de l'intéressé, étant entendu que celui-ci, au moment de son inscription, avait cessé d'être ivoirien. Alors, le tribunal a fait droit à leur requête et a ordonné à la commission électorale indépendante de radier M. Thiam de la liste électorale. Et ce faisant, la commission s'est exécutée parce que c'est ce que la loi demande et nous avons radié M. Thiam de la liste électorale. Parce que donc, M. Thiam ne remplissait pas les conditions qui étaient celles relatives à la nationalité. Pourquoi, Monsieur le Président, l'ex-président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste? Mais parce que ça, ce n'est pas aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par une décision de justice le privant de ses droits civils et politiques. Et il est bon que je précise. Certains nous ont dit, mais Monsieur le Président, vous avez décidé de radier, la commission électorale s'entend bien sûr, a décidé de radier le président Gbagbo de la liste électorale, alors que la décision qui le condamne ne contenait pas une décision ordonnant la déchéance de celui-ci de ses droits civils et politiques. Là, il faut préciser que la déchéance des droits civils et politiques est consécutive à 3 cas. Soit le juge prononce une décision de déchéance des droits civils et politiques, soit le législateur lui-même dit que lorsqu'un citoyen commet une infraction, cette infraction emporte déchéance des droits civils et politiques, ou encore des sanctions. C'est-à-dire, lorsque le juge prononce une sanction, cette sanction emporte automatiquement la déchéance des droits civils et politiques. Le cas du président Gbagbo, poursuivi pour les faits de vol ou complicité de vol, se retrouve dans le cas prévu par l'article 4 qui dit « ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité, notamment pour avoir commis un crime. Si vous commettez un crime, le juge n'a pas besoin de vous déchoir de vos droits civils et politiques. La sanction du crime emporte déchéance des droits civils et politiques parce que vous êtes frappé d'incapacité. Ou toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, abus de confiance, escroquerie, attentat à la pudeur, etc. Lorsque vous commettez de tels faits, tels que le code le prescrit, automatiquement, vous êtes déchu, vous êtes frappé d'incapacité. Mais quelle est la conséquence de l'incapacité? L'incapacité ou l'indignité vous retire la qualité de l'électeur. Or, c'est cette qualité, par votre inscription sur la liste électorale, qui vous donne le droit de voter et d'être candidat. Alors, quand on vous arrête, quand on vous arrache cette qualité, vous êtes frappé d'indignité et la conséquence, vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. Voilà le cas de Gbagbo et c'est pour cette raison que dans la décision du président Gbagbo, il n'est pas mentionné effectivement qu'il est déchu de ses droits civils et politiques parce que l'infraction emporte déchéance des droits civils et politiques le concernant. Et il n'est pas seul dans ce cas. On a aussi les cas, dans ce cas, vous pensez peut-être à Charles Bleu Goudet. Oui. Tous ceux qui ont été condamnés, qui ont été déchus de leurs droits civils et politiques, se retrouvent dans ce cas. Mais M. Diaby, je souhaiterais que on n'en fasse pas une focalisation sur ces différents cas. Est-ce que selon vous, avec tous ces exclus de la liste électorale, est-ce que selon vous, cette élection peut être considérée comme inclusive? Ah, vous savez, dans un premier temps, conformément aux dispositions du Code et puis de la loi portant organisation de la Commission électorale indépendante, la Commission, en tant qu'arbitre, n'a pas à se préoccuper du nombre de candidats. La préoccupation de la Commission électorale, c'est de faire de sorte que ceux qui sont candidats soient électeurs.
et pour être électeurs et qu'ils en remplissent les conditions, étant entendu que les conditions d'éligibilité relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel. Donc, nous n'avons pas à nous préoccuper de ce qu'il y a peu ou pas de candidats. Ceci étant dit, j'entends ça et là qu'une élection ou cette élection se doit d'être inclusive. Mais qu'est-ce que ça signifie? Une élection, par essence, ne peut jamais être inclusive. Pourquoi? Mais parce que l'élection est une compétition. Et une compétition, elle est exclusive. Elle vous sort quand vous ne remplissez pas les conditions de la compétition. Quand le législateur dit il faut avoir 18 ans pour être inscrit sur la liste électorale, mais celui qui en a 17 exclu. Quand le législateur dit qu'il faut être ivoirien pour être inscrit sur la liste électorale, mais celui qui n'est pas ivoirien est exclu. Quand le législateur dit qu'il faut jouir de ses droits civils et politiques, quand vous ne jouissez pas de vos droits civils et politiques, mais vous êtes exclu. Donc aucune élection, M. Diaby, dans le monde entier, est inclusive. D'ailleurs, je vais vous expliquer que cette notion, elle est venue il y a 20 ans, elle vient des organisations internationales qui, en son temps, avaient considéré que certains citoyens, bien que jouissant de leurs droits civils et politiques et remplissant toutes les conditions pour exercer leurs droits civils et politiques, ne le faisant, il fallait les intégrer. Il s'agissait de nos parents handicapés, les malvoyants, les malentendants et ceux qui ont une mobilité réduite. Mais voilà des citoyens. Le Code ne dit pas que parce qu'on ne voit pas qu'on ne peut pas être électeur. Le Code ne dit pas parce qu'on ne parle pas, on ne peut pas être électeur. Le Code ne dit pas parce qu'on est handicapé physique, la mobilité réduite, qu'on ne peut pas être électeur. Alors, mais pourquoi ces personnes-là ne sont pas inscrites sur la liste électorale ou bien on ne donne pas la possibilité à ces personnes d'exercer leurs droits civils et politiques? Ce faisant, la communauté internationale a donc demandé à ce que ces personnes soient intégrées au système électoral. C'est-à-dire que quand on fait nos bureaux de vote, il faut tenir compte de ceux qui sont handicapés. Quand on édite nos bulletins, il faut faire de sorte que les personnes qui ne voient pas ou qui n'entendent pas ou qui ont un handicap quelconque, les empêchant de voir la situation normale, de pouvoir exercer ce droit. C'est donc ça l'inclusion. C'est ça l'inclusion. Leur intégration dans le processus électoral a été appelée l'inclusion de ces personnes. Mais aujourd'hui, de là à étendre cette inclusion aux personnes décalées parce que ne respectant pas les dispositions du Code électoral, il y a un grand pas. Il n'y a aucune élection qui soit inclusive. Par principe, l'élection est exclusive. Alors, Monsieur le Président, nous sommes à moins de 5 mois de ces élections tant attendues par les Ivoiriens. Oui. Et une partie de la classe politique continue donc de dénoncer cette liste électorale qui est pourtant un élément clé de ce processus électoral. Est-ce que vous, en tant que président de la CEI, cela vous inquiète? Non, pas du tout. Vous savez, tout se trouve dans le Code électoral. La loi dit que chaque année, il faut réviser la liste électorale. Mais cette révision consiste pour la population, à l'occasion du contentieux de la liste électorale, de permettre à celle-ci de dénoncer à la commission électorale indépendante, preuve à l'appui, des éléments d'irrégularité. Et ce faisant, nous la nettoyons. Vous savez, l'histoire de la liste électorale en Côte d'Ivoire, elle est récente. Et on a l'impression que c'est maintenant que cette liste électorale existe. La liste électorale existe depuis 1960, et même avant. Et c'est en 2008-2009 qu'on a procédé à la refonte de la liste électorale avec l'accord des partis politiques. Et cette liste a été refondue et a été certifiée à la suite de l'accord de tous les partis politiques, tous les grands acteurs politiques en Côte d'Ivoire, a été certifiée par les Nations Unies. Mais un accord est une concession. Une concession, c'est qu'on accepte ce qui est irrégulier comme étant régulier. Parce que figurez-vous qu'à l'issue de cet accord, des personnes se sont inscrites sur la liste électorale avec un extrait d'acte de naissance. Monsieur Diaby, est-ce que sur votre extrait d'acte de naissance, il y a le lieu de naissance de vos parents? Non. Il y a la filiation de vos parents sur la liste électorale? C'est votre filiation qu'il y a sur votre extrait d'acte de naissance et non la filiation de vos parents. De sorte que certaines personnes inscrites sur la liste électorale ont
eu, à un moment donné, conformément à l'article 7, des mentions qui faisaient défaut. Mais parce qu'il y avait un accord préalable. Alors, quand vous décidez de vous accorder sur les éléments qui vous permettent de vous inscrire sur la liste électorale, mais plus tard, vous ne venez pas dénoncer ces éléments au motif que ceux-ci ne sont pas conformes à la loi. Pour être plus clair, on organise un bal et on dit que pour entrer dans ce bal, il faut être vêtu d'un pantalon, d'une chemise et d'un chapeau. Et on prend un certain nombre de citoyens qui remplissent ces conditions, mais on se rend compte qu'il y a bon nombre de personnes qui sont encore au dehors de la salle. On s'accorde pour dire, bon, si vous avez un pantalon et une chemise, ça devrait suffire. Et on fait rentrer les personnes. Mais pendant que le bal bat son plein, on décide de faire un audit. On dit, ah non, 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 on a constaté qu'il y a trop de personnes qui sont dans la salle. Alors, on vient pour dire, il faut faire un contrôle. Mais, monsieur, dites-moi, ce contrôle va se faire sur la base de quoi? Sur la base des premières conditions qui disent qu'il faut être vêtu d'un pantalon, d'une chemise et d'un chapeau, ou bien d'un pantalon et d'une chemise. À mon avis, ce sont les deux règles. Parce que les gens qui sont dans la salle, il y a une première règle et ensuite on s'est accordé sur une deuxième règle qui permet aux gens de rentrer dans la salle sans chapeau, bien que vêtus avec d'un pantalon et d'une chemise. Alors quand vous demandez aujourd'hui à la commission électorale indépendante de faire un audit de la liste électorale, mais c'est sur la base de quelles règles? Vos accords politiques ou bien conformément à l'article des dispositions du code électoral? Mais les dispositions du code électoral n'ont pas encadré la refonte de la liste. Donc voilà pourquoi, à chaque fois quand on nous demande de faire un audit ou bien de faire des contrôles, on leur dit toujours, référez-vous aux accords que vous-même vous aviez conclus à un moment donné. Et cette liste électorale a été certifiée par les Nations Unies. Et c'est cette liste électorale de 2010 qui a permis les élections de 2010. Et c'est cette liste qui a été 6 fois révisée. Et c'est cette liste qui est là. D'accord. Monsieur le Président. Monsieur le Président, ces voix qui dénoncent cette liste évoquent des données qui, selon elles, défient un peu la science quand même. Oui. Des mères, des enfants qui seraient plus âgés que leurs parents, des mères qui seraient mères de plus d'une centaine d'enfants. Ce sont des données quand même qui défient la science. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oh, vous savez, beaucoup disent, bon nombre de citoyens disent des choses qui ne sont pas forcément prouvées. Mais l'audit, le contentieux, c'était l'occasion pour eux de venir devant la commission électorale indépendante pour dire, voici, en respectant les règles de procédure. Parce que le code dit que quand vous dénoncez une irrégularité, il faut en avoir la preuve. Il ne suffit pas de venir trouver des homonymies sur une liste électorale et déclarer à la ville et au monde qu'il y a des irrégularités. Mais ceci étant dit, il se peut faire qu'il y ait des irrégularités sur la liste électorale. Mais ce n'est pas du fait de la commission électorale indépendante. Diantre. Il faut que ça soit clair, ce n'est pas du fait de la commission électorale indépendante. Elles ne sont pas nombreuses aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme partout d'ailleurs. Les familles où il n'y a pas de gens qui ont utilisé les extraits de naissance des uns et des autres. Mais quand vous utilisez un extrait de naissance qui n'est pas le vôtre, mais les parents qui sont indiqués dans cet extrait de naissance deviennent les vôtres, y compris le vrai propriétaire. Alors si vous êtes 50 à utiliser, mais les parents là ont 50 enfants. Mais ce n'est pas à la commission électorale indépendante qu'on établit la liste, le fichier de l'état civil. Mais c'est l'usage frauduleux qu'on fait des actes de l'état civil qui apparaît sur la liste électorale. Donc on ne peut pas imputer cela à la liste, comme on appelle à la commission électorale indépendante. Mais ceci étant dit, conscient de ce que les données alphanumériques pouvaient être erronées parce que l'état civil n'était pas bien tenu, nous avons inséré en 2010, 2008, 2009, 2010, la biométrie, qui vient, conformément à l'article 7, exiger les empreintes digitales et la photo. De sorte que, si vos données alphanumériques, c'est-à-dire nom, prénom et filiation, sont insuffisantes ou erronées, mais votre visage, il est unique. Vos empreintes sont uniques. Donc, la Côte d'Ivoire fait partie des rares pays à utiliser la biométrie dans sa liste électorale. Donc, pour nous,
l'inquiétude ne mérite pas d'être. C'est dommage qu'il y ait des erreurs matérielles dans le nom des gens, mais ce n'est pas dramatique parce que nous avons quand même la biométrie qui permet de corriger ces irrégularités. Parce que l'objectif d'une élection, c'est la sincérité du vote. La sincérité du vote qui se définit comme étant la concordance entre ce que le peuple a voulu et ce qui transparaît dans les résultats. Donc si une personne ne peut pas voter à la place d'une autre, mais la sincérité, comme on appelle, du scrutin est assurée. C'est ça l'objectif de la biométrie. D'accord. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que la révision de la liste électorale, elle est annuelle. Oui. Alors, l'opposition réclame une révision de la liste électorale avant la présidentielle. Vous avez dit non. Elle demande cette opposition-là, que la révision soit faite avant la présidentielle, parce que 4,5 millions de potentiels électeurs seraient en train de frapper à la porte. Vous dites non, et l'argument que vous avez brandi, c'est le délai. Alors que, Monsieur le Président, on se souvient que ce qui est impossible aujourd'hui à vos yeux avait été possible par le passé, notamment en 2015, 2020, et c'était pratiquement les mêmes délais. On était en juin. Là, nous sommes en juin. Et avant la présidentielle d'octobre prochain, la CEI n'est pas capable de faire une révision, alors qu'elle avait été capable de cela il y a quelques années. Alors, il est bon de préciser que si l'article 6 dit que la liste électorale devra être révisée annuellement, mais l'article 11 du même code dit que la période d'établissement de la révision de la liste électorale relève de la commission électorale indépendante. Donc il n'y a pas de violation quand nous disons que nous allons faire la révision de la liste électorale quand ça sera possible pour nous. D'autant plus que, légalement parlant, la loi nous autorise à le faire. Bien sûr. Bien. Ceci étant dit, quand vous avez lu l'article 6 ne lie pas la révision de la liste électorale à une élection. Ce qui fonde une révision, c'est les mutations intervenues dans le corps électoral. Ce n'est pas l'élection. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, de façon hilarante, des propos faisant croire que le président Kubier dit que, comment on appelle ça, on peut proclamer un résultat avant même d'avoir passé l'examen. Mais non, dans notre cas d'espèce, ce n'est pas l'élection qui détermine la révision, même si la révision est faite en long terme pour participer à une élection. Ce qui fonde une révision, ce sont les mutations intervenues dans le corps électoral. Ceci étant dit, c'est vrai, en 2015, nous avons fait la révision en juin-juillet. En 2020, nous avons fait effectivement la révision en juin-juillet. Mais 2015, ce n'est pas 2025. 2020, ce n'est pas 2025. Monsieur Diaby, 2015 n'est pas 2025 pour les raisons qui suivent. D'abord, le code électoral qui a fait l'objet des révisions disait que la liste électorale définitive devait être éditée, arrêtée 15 jours avant le scrutin, en 2015. Vous voyez, il n'y avait pas le parrainage en 2015. Donc, on pouvait même se permettre d'arrêter la liste électorale 15 jours avant le scrutin. Mais parce qu'il n'y avait pas d'opération majeure entre l'arrêt de la liste définitive et le scrutin. Ce qui n'est pas le cas en 2025, où nous avons l'institution du parrainage. Mais en 2020, c'était le cas et la révision a eu lieu en juin. Alors, en 2020, pour la première fois, on procédait on a institué le parrainage. Effectivement, vous avez raison. Mais sauf que, dans l'exécution de la tâche de la révision, on s'est rendu compte que le délai qui avait été fixé constitutionnellement ne pouvait pas être atteint si on devait attendre l'arrêt de la liste définitive. Ce qui a obligé la commission électorale indépendante en son temps à réduire tous les délais du contentieux. Là où c'était 15 jours, on a fait 7 jours. Là où c'était 7 jours, on a fait 3 jours. Alors que le contentieux est l'occasion qui est donnée à la population d'auditer la liste électorale. Ça, c'était le premier point. Et malgré la réduction de ces délais, on a dû utiliser la liste provisoire. Laquelle liste provisoire, comme son caractère l'indique, ne pouvait pas encadrer une opération comme le parrainage. Parce que l'article 54 dit quoi? L'article 54 dit ceci. La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée des pièces ci-après. Entre autres, la liste des électeurs ayant parrainé la candidature avec en regard
le nom, prénom, la circonscription concernée, mais notamment le numéro de la carte d'électeur. Or, la liste provisoire qui a servi à encadrer le parrainage n'édite pas la carte d'électeur. La carte d'électeur est éditée à partir de la carte, la liste définitive. De sorte que les citoyens qui ont parrainé la candidature des candidats ne pouvaient justifier leur qualité d'électeur parce que, issus de la liste provisoire, qui n'est pas une liste définitive qui édite la carte d'électeur. Mais ce dommage, cette situation a causé d'énormes dommages aux candidats qui ont vu les parrains, c'est-à-dire les électeurs qui les ont parrainés, leur parrainage invalidé parce que issus d'une liste qui était provisoire. Et c'est ainsi qu'à l'occasion de notre atelier bilan, les partis politiques dans leur ensemble, accompagnés bien entendu de la société civile, ont instruit la commission électorale de ne plus jamais utiliser une liste provisoire, mais une liste définitive. D'accord, Monsieur le Président. Pour l'intérêt d'utiliser la liste définitive. Je l'entends bien. Voilà, donc voilà la différence entre 2020 et 2025. Mais cette liste définitive, elle est disponible là, maintenant, oui, depuis oui. le 4 juin. Oui. Le parrainage va démarrer. Oui. Et si vous avez pu faire des concessions les années passées pour que tout se passe bien, on peut quand même encore en faire. Et vous savez, la liste définitive, elle est déjà à votre portée. Mais vous savez, les concessions, on les fait tout le temps, mais pas au péril de la loi. Figurez-vous que lorsqu'on fait la révision en juin, mais il y a des actes préparatoires que nous posons. On ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi c'est en juin, alors qu'il y a janvier, février, mars, avril, mai. Mais c'est parce que, justement, la révision de la liste est précédée d'actes préparatoires tels que le paramétrage des ordinateurs que nous avons. Il faut les configurer au moins un mois. Il faut recruter les agents recenseurs qui ne sont pas moins de 12 000 au moins, ou bien 30 000 au moins. Vous imaginez, il faut les recruter, il faut les former, il faut les déployer. C'est pour cette raison que nous commençons toujours la révision. En fait, si on devait dire, c'était 5 plus 6, c'est-à-dire on commence de janvier jusqu'en mai pour accomplir les actes préparatoires et en juin, on procède à la révision. Mais un bon nombre de nos concitoyens croient que la révision se résume à la collecte des données. Mais bon nombre pensent aussi que la révision dernière vient de s'achever, les machines sont encore paramétrées, les agents électoraux sont encore formés et tout ça pouvait aller dans la continuité. Mais qui c'est qui vous a dit ça? Mais le système a été désactivé. Parce qu'au moment où on nous le disait, nous étions en train de préparer la liste électorale de 2024-2025. Vous pensez que nous avons encore les agents électoraux recensés, les recenseurs sont encore là? Mais parce que ça coûte de l'argent. Ils n'ont plus rien à faire. Quand ils ne travaillent pas, on les libère. Et après, on les recrute à chaque opération. C'est comme ça que ça se fait. Et puis, il faut paramétrer les ordinateurs. Mais quand vous dites de paramétrer les ordinateurs, mais c'est maintenant qu'on a vu la liste électorale définitive. Mais il faut reprendre maintenant les ordinateurs pour les paramétrer. Mais voyez-vous, l'impression que ça donne, c'est que la commission électorale indépendante ne veut pas que les citoyens s'enrôlent. Mais je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, la commission électorale indépendante est cet organisme qui souhaite que les citoyens viennent se faire enrôler. Nous n'avons jamais tenu la durée d'une révision telle que nous l'avons voulu. À chaque fois, nous sommes obligés de proroger. Mais pourquoi nous prorogeons? Parce que nous souhaitons que les citoyens viennent se faire enrôler. La preuve en est que, conscient de ce qu'en 2025, on n'allait même pas faire l'enrôlement, on a autorisé nos concitoyens âgés de 17 ans à s'inscrire sur la liste électorale, de sorte qu'à la publication de celle-ci en 2025, quand ils auront 18 ans, ils soient déjà sur la liste électorale. C'est tout dire que nous voulons que nos citoyens s'inscrivent sur la liste électorale. Mais les concessions ont une limite. Il ne faut pas non plus contrarier les dispositions de la loi qui nous encadrent. Sinon, on va dans le décor. Certains des électeurs disent ne pas retrouver leur lieu de vote habituel. D'autres disent qu'ils ont été déplacés, par exemple, contre leur gré, sans leur accord. Bon, ça, vous savez, beaucoup disent. Vous savez, pour changer de lieu de vote, il y a des critères. Il y a le numéro de l'électeur, mais il y a la carte d'identité. Et puis, il y a l'attestation de résidence justifiant que vous résidez dans le nouveau lieu où vous voulez partir. Mais dites-moi, quand vous produisez tous ces documents, comment venez-vous dire après que vous n'aviez pas voulu? Comment j'ai fait pour obtenir votre certificat, comme on appelle votre carte nationale d'identité? Comment j'ai fait pour avoir le certificat de résidence? Comment j'ai fait pour avoir le numéro de votre carte nationale d'identité, si ce n'est vous-même?
Bon nombre d'entre nos citoyens veulent jeter l'opprobre et le discrédit sur la commission électorale dans l'exécution de ses tâches. Mais nous avons toujours des éléments pour les confondre. Voilà, c'est vrai, aucune œuvre n'est parfaite. Nous l'avons suffisamment dit. Nous pouvons nous tromper. Mais venez nous aider à préparer cette liste électorale que vous considérez comme impropre à l'usage à laquelle on la destine. D'accord, on va l'IME. Certainement une crise de confiance entre la CEI et une frange de la population, ou du moins certains partis politiques. Comment travaillez-vous à quelques mois, donc, M. le Président, à ramener cette confiance-là pour qu'on aille sereinement vers ces élections? Oh, vous savez, il ne faut pas qu'on exagère. Il n'y a pas de crise de confiance entre nous et puis les acteurs politiques. Vous savez, les acteurs politiques considèrent toujours qu'une élection est bonne que quand ils l'ont gagnée. Quand ils l'ont perdue, elle n'est pas bonne. C'est tout, ils jettent le discrédit sur la commission électorale. Mais on n'y est pas encore au résultat. Oui, pourtant... mais parce qu'il y a des résultats. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons organisé au moins 3 à 4 élections. Nous avons fait l'élection du président de la République en 2020. En 2021, on a fait l'élection législative. En 2023, on a fait les élections locales composées de l'élection municipale et régionale. Donc, bon nombre d'entre eux sont issus de cette élection-là. Comment font-ils pour ne pas avoir confiance en nous? Une fois élus, ils n'ont plus confiance en nous. Mais avant d'être élus, ils ont confiance en nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, moi, je pense qu'il faut que la confiance, ou bien l'opinion repose sur quelque chose d'objectif. Mais quand ce n'est pas objectif, vous ne pouvez pas dire que la commission électorale n'est pas à mesure de faire droit à vos requêtes. Et puis, voyez-vous, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner, M. Ly. Alors, quand vous n'êtes pas content, la commission électorale n'est pas crédible. Mais tous ceux qui le disent, là, bon nombre d'entre eux sont des élus de la commission électorale indépendante. Donc, leur élection n'est pas crédible. Ah, parce que vous ne pouvez pas déclarer que l'organe qui est en charge des élections n'est pas crédible, alors que c'est cet organe qui a organisé le mandat dont vous êtes le porteur. Dites-nous alors, le mandat que vous avez n'est pas donc crédible, parce que l'organe qui l'a organisé n'est pas crédible. Il faut comprendre. Hein. La révision cette année, elle aura lieu quand, Monsieur le Président? Alors, mais il est bon de préciser que nous considérons que nous avons fait la révision 2024-2025. C'est annuel ou à cheval sur 2 années? Alors, c'est très bien de nous poser cette question. Vous savez, lorsque nous sommes arrivés à la commission électorale indépendante en 2019, on a fait des premières révisions, on a constaté qu'il n'y avait pas un engouement. Donc, on s'est dit que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment sensibilisé la population. En accord avec les partis politiques, on a décidé qu'il fallait voir s'il n'était pas possible de faire la révision entre 2 années, de sorte à prendre suffisamment de temps pour sensibiliser la population. C'est vrai, je l'avoue, qu'aucune disposition ne le dit. Mais vous savez, la commission électorale indépendante fonctionne sur 2 bases, les accords politiques et puis la loi. Et ces jours-là, bon nombre d'acteurs politiques, à l'occasion de l'atelier bilan où ils nous ont demandé de mettre à leur disposition le plus tôt possible la liste définitive et de ne plus utiliser la liste provisoire pour le parrainage, c'est ce jour-là qu'ils nous ont dit qu'on pouvait faire la révision entre 2 années. Mais on a proposé une disposition légale pour modifier le code électoral. Mais en attendant cette modification, on a mis en application cet accord entre nous. C'est pour cette raison que la révision se fait, on l'a fait en 2022, 2023, 2024, 2024, 2025. Donc il y aura 2025, 2026. Et bien entendu. Ça démarre quand? Mais après les élections présidentielles. D'accord. Après les élections présidentielles... Parce que n'oubliez pas que la loi donne la possibilité à la commission de déterminer la période. Donnez-nous ce pouvoir-là quand même. C'est très bien. Il n'y a pas de problème. Après l'élection présidentielle, Monsieur le Président, il est prévu, selon les textes, en décembre, les élections législatives qui doivent se faire en décembre. L'élection présidentielle peut s'achever en novembre. S'il y a un 2e tour, si... voilà. Mathématiquement, en 1 mois, est-ce que cela est possible? Et puis, je vous fais un petit topo. 2025, la présidentielle en octobre, décembre, les législatives. Entre les deux, une révision de la liste électorale pourra-t-elle être possible? Et entre-temps, Monsieur le Président, le mandat de la CEI aura pris fin. En septembre, je crois, même si la loi vous donne quelques mois encore pour organiser des élections. Alors, éclairez-nous tout cela.
Alors, parlant du mandat des députés, la loi est très claire là-dessus. Le mandat des députés expire à la 5e année, mais il demeure en fonction jusqu'à l'organisation des élections. Et les élections sont organisées avant l'expiration du mandat. Voilà ce que la loi dit. Donc si, en décembre, nous ne pouvons pas organiser les élections législatives, la loi autorise la commission électorale. La loi dit que les députés demeurent en fonction jusqu'à l'organisation des élections. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Qui doivent se faire quand? Au plus tard, quand? Mais attendons d'abord de voir l'impossibilité, de constater l'impossibilité d'organiser des élections. Allez-y, d'accord. Donc ceci étant dit, donc, ce n'est pas irrégulier d'organiser des élections en début d'année 2026 parce que la loi elle-même le prévoit. La loi dit que on organise les élections des députés avant l'expiration de leur mandat. Mais si on est dans l'impossibilité d'organiser, les députés demeurent en fonction jusqu'à l'organisation des dites élections. Donc, il n'y a pas d'irrégularité, c'est conforme à la loi. Ensuite, vous dites à quel moment on pourra faire la révision de la liste électorale. Je vous ai dit qu'en réalité, nous, on considère qu'on avait fini la révision de la liste électorale 2024-2025. Mais on a constaté, selon les dires de certains acteurs politiques, qu'il y aurait bon nombre de nos concitoyens qui étaient intéressés à s'inscrire sur la liste électorale. Ils sont 4 millions. Oh, et 4 millions. D'après ce qu'on a... Mais ils étaient où, ces 4 millions, M. Diaby? Ils faisaient leur papier, d'après ce qu'on nous dit. Ils faisaient leur papier. Vous trouvez ça sérieux? Que des gens soient... C'est-à-dire que c'est à l'occasion d'une révision de la liste électorale qu'on fait tout pour avoir des titres d'identité. Vous trouvez ça sérieux? C'est pourtant la réalité, monsieur. Mais non, vous voyez bien. C'est le manque d'intérêt que certains de nos concitoyens ont. Nous avons interpellé plus d'une centaine de personnes qui étaient déjà inscrites sur la liste électorale. Parce que qu'est-ce qui se passe? À l'occasion de la révision de la liste électorale, bon nombre d'entre eux, parce qu'ils veulent changer d'identité pour les motifs qui leur sont propres, ils viennent se faire délivrer de nouveaux extraits d'actes de naissance. Ils viennent s'inscrire sur la liste électorale. Sauf que... Tous ces 4 millions-là, monsieur... Non, je ne parle pas de tous ces 4 millions. Mais ce ne sont pas les 4 millions qui viendront tous le même jour pour venir s'inscrire sur la liste électorale. Sinon, on n'aurait même pas quelqu'un à enrôler encore. Alors, ces personnes qui sont dans ce cas viennent se faire enrôler en changeant d'extrait d'acte de naissance. C'est l'occasion pour eux de réduire leur âge, comme on dit chez nous. Non, mais il est bon de le préciser. Alors, comment nous, on le sait? Lorsque la liste est publiée, la biométrie les retrouve. Parce qu'ils ont le même visage, ils ont les mêmes empreintes, sauf qu'ils ont réduit leur âge. Alors voilà des gens qui croient qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, ils veulent se donner une nouvelle identité. Mais nous, on les retrouve. Et ceux-là font partie des 4 millions. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas exagérer. Alors quand les partis politiques ont donc dit qu'ils souhaiteraient qu'on organise, on a dit, bon, comme la révision de la liste électorale n'est pas liée à l'élection, c'est pour cette raison qu'on fait la révision dans les années où on ne fait pas d'élection. Laissez-nous terminer avec l'élection du président de la République pour ne pas écorcher les délais constitutionnels, chose qui ne relève pas du pouvoir de la Commission. Permettez-nous donc de faire cette révision après, quand on pourra le faire. Voilà. Mais malheureusement, ils ne sont pas d'accord. Mais M. Diaby, c'est normal qu'un parti politique comme le PDCI demande une révision parce que leur champion, à un moment donné, a été radié de la liste électorale. Mais c'est normal qu'il demande à ce que, alors que la loi ne l'empêche pas, que cet intéressé vienne s'inscrire sur la liste électorale. C'est normal. Et l'inscription se fait à l'occasion de la révision. Donc c'est normal cette requête. Sauf que nous, dans l'exécution de notre chronogramme, on est obligé de tenir compte de certains facteurs au risque de se retrouver en porte-à-faux avec la loi qui nous encadre. C'est cela. Mais est-ce que pour la paix, pour la cohésion et tout ça, ça ne pourrait pas se faire? Mais vous savez, le législateur, il est plus conscient de la paix que vous et moi. C'est le législateur qui a institué la loi. Maintenant, ceux qui veulent aller au-delà de la loi, qu'ils partent là où on fait la loi pour s'accorder sur les grands principes et ils viennent. La commission, je vous l'ai dit, elle fonctionne aussi bien sur la base de la loi que sur les accords politiques. Mais tant qu'il n'y a pas d'accord politique, vous me reprocherez, M. Diaby, d'avoir violé les dispositions du code électoral. La preuve en est que quand on n'organise pas la révision de la liste électorale, tout sachant, se décrétant tel
invoque l'article 6. Oui, l'article 6 dit qu'il faut réviser la liste électorale annuellement, en oubliant l'article 11 qui dit que c'est la commission qui détermine la période. En tout cas, l'opposition vous soupçonne de connivence avec le parti au pouvoir. Non, mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Vous savez, ce n'est pas toute l'opposition. Il y a bien des citoyens dans l'opposition qui ne disent pas que nous sommes des connivences avec le pouvoir. Vous savez, M. Diaby, c'est l'occasion pour moi ici de préciser certaines choses à la face de la nation. Il y a bon nombre de citoyens de l'opposition, acteurs politiques de l'opposition, qui ont été opposés en matière d'élection aux membres du pouvoir. Je prends par exemple à Yopougon, le ministre Kafana, qui était député à Yopougon, était candidat face au PDCI et face à une coalition des acteurs de l'opposition où il y avait M. Dia Oufoué, où il y avait M. Michel Gbagbo. Et qui connaît M. Kafana, c'est qu'il joue un rôle important dans le RHDP. Mais l'opposition a battu M. Kafana. Quand on va à Makori, M. Abi Raoul, il était opposé au ministre Tchagba. M. Abi Raoul est du PDCI de l'opposition. M. Tchagba, il est ministre de cette république-là. Il est du RHDP. Et pourtant, M. Abi Raoul a vaincu M. Tchagba. Quand on va à Port-Boué, M. Siandou et d'autres encore étaient opposés à M. Emo Sylvestre, qui est PDCI de l'opposition. Mais ils ont battu M. Siandou ou même celui qui est venu après lui. Alors, voilà l'opposition. Monsieur le Président, une hirondelle ne fait pas le printemps. Vous en citez 2 ou 3. La grande majorité, c'est le RHDP a tout balayé. Mais sauf que ce n'est pas la commission électorale indépendante qui détermine la volonté du peuple. En tout cas, eux, ils réclament une réforme de la CEI. Alors, à ce niveau, quand ils disent qu'ils demandent une réforme de la commission électorale indépendante, mais pour répondre à quel souci? Parce que depuis que la commission électorale existe, c'est la même récrimination. En 2000, la commission électorale a été créée par la Constitution. En 2001, elle a été mise sur pied. Mais avant 2000 même, la commission qui était en charge des élections qu'on appelait la CNE, la Commission nationale électorale, dirigée par le professeur Honoré Guié, mais n'a pas eu grâce aux yeux des acteurs politiques. Ensuite, il y a M. Camille Oguié, paix à son âme, qui n'a même pas organisé d'élection. Mais M. le Premier ministre Mambé, quand il était président de la commission électorale indépendante, ils ont demandé sa démission. Après M. Mambé est venu M. Bakayoko, ils ont demandé sa démission. Et le président Kubier est là aujourd'hui, on demande la démission du président Kubier. Mais dites-nous, est-ce que c'est vraiment le problème? Parce que M. Diaby, lorsqu'il n'y a pas d'adéquation entre le problème et la solution devient un autre problème. C'est cela. Est-ce que c'est la dissolution de la commission électorale qui est la solution au problème qu'il pose? À vrai dire, il y a bon nombre d'entre eux qui sont de mauvais perdants. Et quand ils perdent, ils jettent le discrédit, ils jettent l'opprobre sur la commission électorale indépendante. Si la modification de la commission électorale était la solution, on en aurait déjà trouvé. Monsieur le Président, nous avons encore 2 grandes parties dans cette élection. Cette émission. Mais nous allons écouter les téléspectateurs qui nous suivent par téléphone. Régis Kofi a recensé quelques questions pour nous. Régis Kofi, allez-y. Bonsoir à tous. Hamza Diaby, le nombre d'appels que nous recevons témoigne de l'intérêt que les Ivoiriens ont pour ce sujet, justement. Je vous donne quelques questions sur les nombreuses que nous avons reçues. Monsieur Norbert Conan nous appelle de la France. Il dit s'être enrôlé récemment, mais grande fut sa surprise de constater qu'il ne figure pas sur la liste électorale. Monsieur Latte du quartier Yopougon-Jesco souhaiterait être éclairé sur le cas de l'ancien président Laurent Gbagbo. Il a été acquitté par la CPI. Pourquoi il est condamné et ne figure pas sur la liste électorale? C'est aussi la préoccupation de M. Kwadio Jean-Paul à Bengourou. M. Angotopa nous a joint d'Azopé. Sa question: pourquoi le président de la CEI ne procède pas à une autre révision de la liste électorale pour lever toute suspicion? Et puis, la dernière question, M. Blidavid s'interroge:
est-ce qu'un arrangement politique pourrait permettre à la CEI d'intégrer les figures politiques qui ne sont pas sur la liste électorale définitive? On s'arrête là, Hamza Diaby, pour cette première vague. Merci beaucoup, Régis Kofi. La plupart de ces questions, on les a posées déjà ici. Monsieur le Président, avez-vous quelque chose à dire quand même? Non, c'est pour dire que nous avons répondu. Mais il faut noter que la commission électorale indépendante n'éradique pas les gens de la liste électorale par caprice. Lorsque nous faisons une révision de la liste électorale, nous adressons un courrier au ministère de la Justice qui nous donne la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Le ministère de l'Intérieur nous donne la liste des personnes qui sont décédées. C'est en exécution de cette liste-là qu'on sort ces personnes qui sont décédées et celles qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Maintenant, quand on dit pourquoi le président Gbagbo a été acquitté à La Haye et il est, comme on appelle, radié de la liste électorale, ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question, c'est à la justice qu'il faut poser cette question. Le président Gbagbo se trouve sur la liste des personnes déchues de leurs droits civils et politiques avec une décision de justice à l'appui. Donc c'est en exécution de cette décision de justice, elle est bonne, elle est mauvaise. Ce n'est pas le pouvoir de la commission électorale d'apprécier une décision de justice. Elle ne fait que l'exécuter. Donc il est bon de le savoir. Maintenant, quand il s'agit, est-ce qu'il est possible que nous puissions aboutir à la paix en intégrant toutes ces personnes? Mais tout est possible. Tout est possible. Mais pour l'heure, c'est la loi qui nous encadre. Je le dis toujours, si vous considérez que nous avons mal travaillé, venez nous prendre à défaut par rapport aux dispositions du code électoral. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le code électoral n'est pas le seul instrument de travail de la commission. Il y a également les accords politiques. Mais pour l'heure, aucun accord politique ne contrarie la commission électorale dans l'exécution de sa mission. Donc nous sommes à l'aise. Merci, Monsieur le Président. Pour être candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire, il faut désormais obtenir le parrainage d'électeurs et non d'élus. Une démarche encadrée par la commission électorale indépendante chargée de valider les signatures. Mais le système suscite déjà des critiques. Certains y voient un filtre trop rigide qui freinerait l'émergence de candidatures alternatives, clé d'entrée dans la course ou barrière invisible. La question fait débat à moins de 4 mois du scrutin. Depuis la réforme électorale de 2020, tout candidat à la magistrature suprême doit être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans au moins 50% des régions et dans chacun des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. C'est-à-dire, pour être éligible, tout candidat doit recueillir le soutien d'au moins 1% des électeurs inscrits dans au moins 17 des 33 circonscriptions électorales comprenant les 31 régions et les 2 districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Le parrainage citoyen constitue une condition d'éligibilité au même titre que les autres conditions telles que la déclaration de candidature, le versement d'une caution, la production de pièces valides requises, entre autres. Ce système de parrainage vise à garantir une représentativité nationale, limiter les candidatures jugées fantaisistes et consolider la démocratie représentative. Le parrainage est mis en œuvre par la Commission électorale indépendante CEI, le candidat à la candidature, les collecteurs de signatures, le parrain ou électeur et le Conseil constitutionnel. Le parrainage citoyen introduit pour assainir le jeu électoral a certes permis de mieux structurer la présidentielle de 2020. Toutefois, il a aussi été perçu par certains comme un outil d'exclusion politique. Un reportage signé Tao F. Boué, une de nos JRI d'exception. Alors, Monsieur le Président, le système de parrainage, est-ce qu'il est reconduit tel quel ou il a été révisé? Et il a été révisé, mais permettez que je fasse quand même quelques petites précisions sur le parrainage. Alors, vous savez, la commission électorale indépendante, dans le processus électoral, a 3 grandes missions. La première, c'est d'élaborer la liste électorale, c'est-à-dire de trouver des électeurs qui vont participer à la compétition électorale. Cette opération se fait à l'issue de la révision de la liste électorale. Deuxième opération, il revient à la commission électorale indépendante ou dans le processus électoral de déterminer les candidats à l'élection, c'est-à-dire quels sont ceux qui vont participer aux différentes élections
à travers, bien entendu, les conditions d'éligibilité prévues par le Code électoral. Et puis, troisième, c'est la rencontre entre la population et le candidat à l'occasion du vote. Voilà les grandes étapes. Alors, il est bon de préciser que le parrainage, qui est une opération qui consiste pour le citoyen à donner, ou le citoyen ou bien l'élu, à donner une caution à un candidat pour le voir candidat, est une institution, est un élément qui est prévu dans notre code électoral. Ce n'est pas la commission qui institue le parrainage. Comme la commission électorale à bon dos, à grand dos, il est bon de le préciser, ce n'est pas la commission électorale qui institue le parrainage, c'est la loi. Ensuite, le parrainage est prévu seulement que pour l'élection du président de la République. Donc, comme je l'ai dit et comme dans l'élément que vous avez diffusé, c'est bien précisé, le parrainage est cette opération qui consiste pour le citoyen qu'on appelle le parrain, mais le citoyen électeur qui donne autorisation, qui donne une caution à un candidat de le voir candidat, à se présenter à une élection. Ceci pour éviter que n'importe qui, il est bon de le préciser, c'est l'esprit de la loi, que n'importe qui vienne se présenter. Que ensuite, permettre à l'État de Côte d'Ivoire de faire des économies quant à l'édition des documents électoraux. Parce que si tout le monde vient se présenter, il faut éditer les documents électoraux de tous les candidats. Et il vous souvient qu'en 2020, on a eu déjà En 2020, on a eu 44 candidats. C'est beaucoup ça. Même si la démocratie est ouverte, il y a quand même des limites. Donc, pour éviter qu'il y ait un désordre, le législateur a prévu, a institué le parrainage. Voilà tout le sens du parrainage. Alors, nous l'avons expérimenté pour la première fois en 2020. Et en 2025, ça sera pour la deuxième fois. On a tiré expérience de la précédente édition et nous avons amélioré le mécanisme. Parce que dit le Code électoral sur le parrainage? Il est bon de le préciser, M. Diaby. Le Code électoral dit que le candidat doit produire une déclaration de candidature dûment signée par ses soins. Et en outre, il faut qu'il soit parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans au moins 50% des districts autonomes et régions de Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Or, nous avons en Côte d'Ivoire 31 régions et 2 districts, ce qui fait 33. 14 districts on a aujourd'hui, oui. Président. Bon, c'est vrai, il y a 14 districts, mais en réalité, les 12 nouveaux districts sont constitués en réalité de régions. Alors que Yamoussoukro et puis Abidjan ne sont pas constitués de régions. Ce sont les vrais districts qui sont là. En fait, ce sont les districts auxquels fait allusion, bien entendu, le Code électoral. Les autres ne sont pas moins des districts, mais je veux dire que le Code fait allusion à ces 2 districts qui ne sont pas constitués de régions. De sorte qu'on a 17 circonscriptions. Pourquoi on a 17 circonscriptions? Ça fait 33. Les 31 régions, plus les 2 districts d'Abidjan et puis de Yamoussoukro, ça fait 33. Quand on divise, on a 16,33. On prend l'entier supérieur et on a 17. Donc, il est fait obligation aux candidats de collecter dans 17 régions de la Côte d'Ivoire, régions et districts autonomes, 1% de l'électorat local. Et je crois qu'on va vous remettre une carte qui dessine un peu tout ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Et nous mettons à la disposition des candidats ces éléments. Mais alors, ce qui est bien à préciser, c'est que l'élection du président de la République ressortit à la compétence du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui statue sur les conditions d'éligibilité, c'est-à-dire qui détermine qui sont les candidats. C'est le Conseil constitutionnel, bien entendu, qui proclame les résultats définitifs de l'élection, c'est-à-dire en cas de contentieux de l'élection. Et c'est le Conseil constitutionnel qui déchoit les uns et les autres quand ils n'ont pas rempli les conditions pour être élus, une fois élus. Donc, les 3 contentieux, contentieux de l'éligibilité, contentieux de l'élection et contentieux de la déchéance, sont des contentieux qui relèvent de la compétence exclusivement du Conseil constitutionnel. Sauf que l'article 54 dit que c'est la commission électorale indépendante qui assure la collecte des parrainages. Voilà pourquoi la commission électorale intervient. Donc,
comme la liste des électeurs parrainant la candidature fait partie des conditions d'éligibilité, la commission électorale se trouve être associée aux conditions d'éligibilité. Sinon, la commission électorale n'intervient pas dans l'éligibilité des candidats. Alors, vous parliez des révisions. Oui. Vous disiez que ça avait été révisé. Est-ce que les partis politiques ont été associés à la définition des nouveaux critères? Non, mais il n'y a pas de critères. C'est les mêmes choses. Nous allons rencontrer bientôt les partis politiques, les candidats. Ce ne sont pas les partis politiques qui sont destinataires du parrainage. Ce sont les candidats. Bien sûr. Parce qu'un candidat peut être issu d'un parti politique comme le contraire. D'accord. Donc, cette opération ne concerne pas directement les partis politiques, ce sont les candidats. Et cette opération du parrainage implique 5 organes. Le premier organe, la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante a pour obligation, conformément à l'article 54, d'organiser la collecte des signatures constituées par le parrainage. Fait donc un mode opératoire, forme les personnes qui seront désignées par les soins des candidats et puis faire le suivi du parrainage sur le terrain. Ensuite, le deuxième organe ou bien la deuxième autorité qui intervient dans le parrainage, ce sont les personnes désireuses d'être candidats. La loi leur fait obligation de désigner 3 catégories de personnes, c'est-à-dire un coordonnateur central, un collecteur régional et des coordonnateurs et des collecteurs délégués. Donc la commission électorale va organiser une formation le 20 juin. Donc il est demandé aux personnes désireuses d'être candidats pour participer à la collecte du parrainage, pour constituer la liste qui est un élément de l'éligibilité du candidat, de désigner ces différentes personnes-là, c'est-à-dire un coordonnateur central et puis un collecteur régional. Nous allons les former pour qu'ils aillent former les collecteurs délégués sur le terrain. Alors, voilà l'obligation qui pèse sur le candidat. Mais en plus de cela, le candidat devra faire de sorte à ne pas être associé à une fraude concernant le parrainage, parce qu'on a vu par le passé des candidats qui se sont donnés à cette fraude-là. Donc, si vous êtes convaincu de fraude en ce qui concerne le parrainage, en organisant, comme on appelle, des parrainages dans les lieux interdits ou en posant les actes qui sont contraires à la loi, vous pouvez être poursuivi en tant que candidat. Ensuite, le candidat ayant désigné ces personnalités, elles sont au nombre de 3, comme je l'ai dit, le coordinateur central, le collecteur régional et puis les collecteurs délégués. Ceux-là, ces personnalités-là, elles ont obligation d'aller collecter les signatures dans les régions. Il y a un collecteur régional par région. Lui, il se charge de désigner des collecteurs délégués qui vont aller dans les départements, puisque la région est composée des départements, le département est composé des sous-préfectures et les sous-préfectures des villages. Donc, il pourra désigner ces personnes-là pour aller collecter les différentes signatures dans les différentes circonscriptions et les amener au collecteur régional, lequel collecteur régional les transmet au coordonnateur central du candidat. C'est comme ça que ça se fait dans les différentes régions et sur toute l'étendue du territoire, dans les 17 régions. Alors, quand eux auront fini, la loi dit qu'il ne faut pas aller collecter les signatures dans les camps militaires, dans les cantonnements, dans les hôpitaux. La loi interdit cela. Si vous faites cela, vous tombez sous le coup de la loi et vous serez poursuivi. On le dit maintenant. Il ne faut pas que quelqu'un dise qu'il n'était pas au courant. D'accord. Bien. Et puis ensuite, la 3e ou bien la 4e autorité qui intervient dans la collecte des données, comme nous l'avons dit, bon, il y a autant d'éléments, mais le Conseil constitutionnel vient à la fin pour vérifier la conformité de la validation des parrainages ainsi établis. Donc, voilà comment ça se fait. L'IME. Oui, cela suppose qu'il y a bien des critères. Monsieur le Président, vous avez évoqué les fraudes possibles sur les questions de parrainage. La CEI elle-même, comment vérifie-t-elle le processus et authentifie donc ces différents parrainages-là? Est-ce que vous avez les moyens de le faire ou ça relève du Conseil constitutionnel? Ça relève du Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel met en place une commission dans laquelle la commission électorale intervient. Mais nous avons suffisamment les moyens pour pouvoir le faire. Parce que nous n'avons pas pu le faire en 2020 justement parce que le parrainage a été encadré par la liste provisoire. Or, maintenant, nous avons la liste définitive à partir de laquelle on édite les cartes d'électeurs. Donc, quand vous venez pour parrainer, il faut que vous soyez électeur.
Donc, ce faisant... Là, on parle maintenant des critères de validité. Oui, de validité. Donc, vous venez, vous dites, je suis électeur. Vous rapportez la preuve par le numéro de votre carte que vous allez renseigner sur la fiche qui est mise à votre disposition à cet effet. Voilà. Et puis, vous devez donner votre signature dans le lieu où vous êtes inscrit. Si vous ne donnez pas la signature dans le lieu où vous êtes inscrit, ça ne compte pas. Votre signature est prise en compte par rapport au lieu où vous êtes inscrit. Parce que justement, il faut vérifier si le candidat a 1% de l'électorat local. Et l'électorat local se détermine par la population électorale. Et cette population est déterminée par la circonscription où vous êtes inscrit. Donc, il faut que vous soyez inscrit là pour que ça soit pris en compte. Et puis, la troisième condition, il ne faut pas que vous donniez votre signature à plus d'un candidat. C'est une seule fois que le candidat parraine un candidat. Il ne parraine pas plusieurs candidats. Alors, pour des irrégularités constatées, par exemple, par le Conseil constitutionnel, qui intervient en dernier ressort, quel recours le candidat a? Mais on lui donne toujours la possibilité d'aller compléter. On lui donne 48 heures pour aller collecter le complément. Les leaders de l'opposition non inscrits sur la liste électorale ou radiés par vos soins, comme vous l'avez dit, est-ce que si leur dossier de candidature, par exemple, arrivait à vous, vous allez les recevoir? Alors, il faut distinguer le dossier qui vient à la commission électorale indépendante. Conformément au code électoral, la commission électorale indépendante est une boîte aux lettres. Vous venez, vous déposez votre dossier et nous, à la clôture de la période dédiée au dépôt de votre dossier de candidature, nous, on a 72 heures pour le déposer au Conseil constitutionnel qui va vérifier la conformité de votre dossier à la loi. Et pour ceux d'entre eux qui participent à la collecte de parrains? Je viens. Maintenant, si vous venez participer à la collecte de parrainage pour avoir la liste de parrainage, vous devez vous conformer à la loi. La loi dit que pour collecter le parrainage, il faut que vous soyez électeur. Alors, si vous n'êtes pas électeur, comment vous faites pour participer au parrainage? C'est nécessairement, il faut que vous soyez électeur. Si vous n'êtes pas électeur parce que vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, nous, on ne peut pas vous accepter dans le parrainage. Non. Si un leader de parti politique non inscrit sur la liste électorale engage une procédure de collecte de parrainage, oui, c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Parce que pour participer au parrainage, il faut que le candidat lui-même soit électeur. Si vous n'êtes pas électeur, parce que vous savez, l'article 5 dit que c'est l'inscription sur la liste électorale qui vous confère la qualité d'électeur. Et c'est cette qualité qui vous permet de voter, d'être candidat, etc. Mais alors, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous ne pouvez pas avoir la qualité d'électeur. Et comment vous faites pour justifier votre candidature? D'accord. Si, par exemple, on prend le cas, l'IME est leader de parti politique, de l'opposition, vous l'avez radié de la liste électorale, il engage une collecte de parrainage. Au final, vous n'avez pas envie ça ne passe pas avec lui, vu qu'il n'est pas toujours sur la liste électorale. Est-ce qu'ils peuvent reporter les parrains, les citoyens parrains, donc, sur un candidat, un autre qu'ils auraient choisi? Mais qui lui remplit les conditions. Mais en principe, non. Le citoyen, c'est une caution qu'il donne, intitut personné, comme la loi le dit, comme le droit le dit. Intitut personné, c'est-à-dire une décision qui est prise en fonction de la personne. Mais si vous le faites, c'est un dol. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous trompez la volonté de l'électeur. Moi, je croyais donner ma signature à M. Diaby. Oh, M. Diaby remet ma signature à M. Ly. Mais moi, je ne connais pas M. Ly. Si ça avait été M. Ly, peut-être que j'aurais donné ma signature à une autre personne ou je me serais abstenu de donner ma signature. En le faisant, mais vous commettez un dol. Donc, ce faisant, il faut que parce qu'on a un fichier qui est là, vous le remplissez. C'est sur la base de ce fichier-là, vous dites, je suis candidat de temps. Et je vais solliciter la signature de mes parrains sur toute l'étendue du territoire, dans 17 régions, 1% de l'électorat local. Donc vous êtes identifié, vous êtes connu. Et c'est sur la base de ce que je sais que c'est M. Diaby que je donne ma signature. Il s'agit de ma signature. Mais vous ne pouvez pas me tromper. Si vous me trompez, mais c'est un dol. Mais le dol, c'est une fraude. Et la fraude, elle est sanctionnée. Monsieur le Président, j'ai des questions de téléspectateurs sur ma tablette. Alors, Monsieur le Président, je vais vous en citer quelques-unes. Monsieur le Président, que répondez-vous à ceux qui soutiennent que le parrainage viole le caractère secret du vote?
Moi, je n'apprécie pas la loi. Si le législateur a jugé utile d'instituer le parrainage, on l'exécute. Si vous me demandez en tant que citoyen ordinaire, c'est quoi le parrainage? Est-ce que le parrainage viole les dispositions du secret du vote? Mais il faut aller le demander au législateur. Le législateur l'a su et il a institué... On vous le demande en tant que citoyen, alors? Mais je ne peux pas répondre puisque je suis tenu d'une obligation pour le moment de réserve. Et dans tous les cas, si le législateur a prévu, c'est que c'est légal. Ce qui est légal est considéré comme normal. D'accord. Monsieur le Président, pourtant, sur la même question du parrainage, vous avez dit tout à l'heure que cela évite que n'importe qui soit candidat. C'est l'esprit de la loi. C'est l'esprit de la loi. L'opposition dit que ce système de parrainage ne poursuit aucun autre but que de se choisir des adversaires. Oui, mais l'opposition est représentée à l'Assemblée nationale. Et le parrainage est institué par la loi. Majoritaires. Comment? L'opposition n'y est pas majoritaire. Mais dans ce cas, que l'opposition prenne l'initiative d'une loi visant à modifier et faire des alliances. C'est ça aussi la démocratie. Vous savez, une chose est de se battre pour avoir un droit, mais vous êtes seul à exercer ce droit. C'est ça le sens de la démocratie. Ne venez pas me dire d'apprécier la justesse d'une loi. Lorsque le législateur a institué le parrainage, le législateur a apprécié les contours de cette loi. Donc elle est bonne, elle n'est pas bonne, ça c'est le législateur qui voit. Et on considère que la loi est bonne dès lors qu'elle respecte les conditions de forme pour être une disposition légale qui contraint le citoyen. Donc, 1% de l'électorat obligatoire dans chaque région pour assurer le parrainage, cela répond à quoi, Monsieur le Président? Pourquoi ne pas demander simplement 1% de l'électorat national, peu importe le lieu de collecte? Mais c'est le législateur qui l'a prévu. Le législateur dit jusqu'à preuve du contraire, le candidat doit être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local. C'est pour apprécier l'implantation. Parce que n'oublions pas quand même, M. Diaby, que l'élection dont il est question, c'est l'élection du président de la République. Mais c'est un poste hautement important. On ne peut pas demander au premier venu, je n'ai pas envie d'utiliser le terme vulgum pecus, mais il faut quand même donner la possibilité aux citoyens de voir qui va être à leur destinée demain. C'est très important, le poste de président de la République. C'est bien beau, la démocratie permet à tout le monde de participer, mais la même démocratie exige des lois et interdit que certaines choses se fassent. D'accord. Donc c'est le législateur qui a prévu le parrainage, c'est le législateur qui a dit que c'est 1% de l'électorat local dans les 17 régions. Donc il faut s'en tenir à ça. On va passer à présent, Monsieur le Président, au dernier axe de notre entretien de ce soir. Il s'agit de connaître les perspectives pour des élections apaisées. Notre reporter Ahmed Traoré a promené son micro dans les rues d'Abidjan. Je pense qu'une table de négociation s'impose pour permettre à ce que chacun puisse dire ce dont il a besoin pour aller aux élections. Pour les réseaux sociaux, qu'ils voient un peu ce cas-là aussi, parce que vraiment, il y a trop de choses là-bas que les gens disent, ça nous panique, vraiment, ça fait qu'on a peur. Que chaque parti politique ait son candidat. Vu ce qu'on a vécu dans le passé, il ne faudrait pas qu'il y ait encore des tensions. Il faudrait véritablement mettre un peu d'eau dans nos vins, nos politiciens, pour qu'on puisse aller à des élections apaisées. Les politiciens n'ont qu'à être d'accord, n'ont qu'à s'asseoir. On aura beaucoup prié pour qu'il y ait la paix d'abord avant d'aller aux élections. Ceux qu'on va voter, je pense que ce sont eux qui doivent apaiser globalement, de part et d'autre, les militants. Les appeler à aller à la paix, surtout la paix. Parce que quand il n'y a pas de paix, je pense qu'il n'y a pas d'élection apaisée. Pour que vraiment on donne des objectifs positifs, de sorte qu'ils puissent voter dans la quiétude. L'embrouille ne peut rien donner comme possibilité dans un pays. Donc moi, je pense que ce sont nos candidats de part et d'autre qui doivent respecter les règles du jeu, surtout la loi que les députés ont votée pour nous, de sorte que ça soit vraiment apaisé de part et d'autre. La structure, c'est pour nous tous. Quand ils proclament, ils doivent être justes, équitables, de sorte que les populations aussi leur fassent confiance comme il se doit. Parce que quand la population ne fait pas confiance, il y a une difficulté qui s'installe. Si les politiciens eux-mêmes se proclament, je pense que c'est la débandade. Puisque nous, on allait voter et que la structure a jugé bon que c'est telle personne, selon les règles, les lois qui ont été votées,
pour pouvoir élire le candidat. Le président qui n'a pas été voté ne doit pas se proclamer président. Selon moi, les partis doivent mieux communiquer, entrer les haches de guerre et autres pour que les élections puissent bien se passer en Côte d'Ivoire. Chaque participant des élections doit respecter les règles. C'est les participants qui doivent dire aux militants de ne pas faire de la bagarre, de ne pas faire des discours sur les réseaux sociaux, tout ça. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses aussi. Comme ça, c'est mieux, quoi. Il aura la paix dans le pays. Parce que nous, on veut la paix. Pour les élections apaisées, je prends le dialogue, la paix, en nous parlant, franchement, en nous mettant ensemble, vivre ensemble dans l'union. Et non que la politique ne nous divise pas, que nous soyons unis et solidaires, des vertus de paix qui nous ont été confiées par le président Félix Houphouët-Boigny. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous l'avez entendu, hein, les Ivoiriens ont besoin de paix. Ils ont besoin de paix. Le PDCI a fait une marche récemment. Hein, c'était le 14 juin, samedi dernier. Le 14 juin, ils ont marché jusqu'à la CEI. Alors, vous avez reçu leur motion. Que dit-elle, Monsieur le Président? Bon, ils ont eu suffisamment le temps de le dire. Nous avons reçu leur motion. Bon, c'est l'inscription de leur champion sur la liste électorale. Je ne sais même pas diantre pourquoi c'est à la commission électorale indépendante qu'on s'adresse. Ce n'est pas à la commission électorale indépendante qu'on a ordonné sa radiation. Bon, bref. Vous le leur avez dit? Non, 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 parce que l'objectif n'était pas de faire un dialogue. C'était pour nous déposer une motion de protestation. Nous avons pris acte. Ce sont les règles de la démocratie. Ce jour-là, ce n'était pas jour de travail, mais nous avons dépêché nos services pour les accueillir parce que ce sont des acteurs importants de la vie politique ivoirienne. Nous, nous respectons tous les acteurs politiques. C'est ce que je dis toujours. Faisons de sorte que les élections se passent bien. Mais à commencer déjà par respecter les règles du jeu. D'accord. Monsieur le Président, vous avez reçu donc le PDCI et même un jour non ouvré, samedi, alors que vous avez refusé de recevoir le FPI pendant le contentieux. Qu'est-ce qui explique? Alors que vous, c'est la démocratie, vous recevez tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, nous n'avons pas reçu le FPI pour la simple raison que les demandes étaient différentes. Le PDCI venait nous déposer une motion de censure. Le FPI venait protester contre des irrégularités contenues, semble-t-il, sur la liste électorale. Et dans le cadre du contentieux, la procédure est que ce n'est pas à la commission centrale qu'on dépose les requêtes en radiation. Ce n'est pas la première fois non plus, Monsieur le Président, que vous recevez des contestations directement au siège de la CEI. Mais on leur a bien dit, la première fois nous l'avons fait, ce n'était pas le FPI seulement, c'était plusieurs partis politiques qui voulaient porter à la connaissance de la commission électorale dans un intérêt de la liste électorale certaines irrégularités. Donc, on les a tous reçus. Je crois qu'ils étaient au nombre de 3 ou 4 partis politiques. On les a reçus. Mais bien qu'on les ait reçus, on leur a recommandé de suivre la procédure indiquée qui était tout simplement d'adresser leur requête à la commission locale où on demandait la rectification. C'est comme ça que ça se fait. Parce que si vous déposez votre requête à la commission centrale qui n'est pas une commission locale, ça ne marche pas. Ce n'est pas ce que la loi a prescrit. Donc, les deux demandes étaient différentes. L'une portait sur une protestation et l'autre portait sur une réclamation qui ressortit à la compétence d'une procédure exigeant qu'il fallait déposer cette requête dans les commissions locales. Liémé. Alors, Monsieur le Président, toutes les réactions entendues dans ce micro-trottoir-là, les jeunes, les habitants, les Ivoiriens veulent des élections apaisées. Comment la CEI se prépare-t-elle à des élections sans violence? Vous savez, depuis que nous avons pris fonction au sein de la commission électorale indépendante, nous œuvrons pour la paix. Aucun mode opératoire d'une opération de la commission électorale ne se fait sans associer les partis politiques. Voyez-vous, je suis sur votre plateau pour parler de la matière électorale. Et Dieu seul sait que je suis passé plusieurs fois ici. Mais c'est pour conjurer la violence. C'est pour permettre à chacun de se faire une opinion des dispositions qui encadrent l'élection, afin que nul n'en ignore, comme on dit. Mais nous le faisons pour que les uns et les autres sachent ce qu'il y a à faire pour ne pas qu'ils aient à recourir à la violence. Figurez-vous qu'en 2010, on a fait croire aux citoyens que la commission électorale avait 3 jours pour proclamer les résultats, ce qui n'est contenu nulle part dans aucun code. Et sur la base de cela, le Conseil constitutionnel avait dessaisi la commission électorale indépendante. Conséquence, il y a eu 3000 morts, au moins.
Donc, pour éviter cela, nous avons souhaité communiquer avec la population, discuter avec elle, les acteurs politiques, la société civile, tous les compartiments de la vie active de notre pays pour que celle-ci comprenne, ou ceux-ci comprennent l'intérêt de la matière électorale. Voilà notre façon à nous. Et chaque fois que besoin est, nous recevons tous les acteurs politiques, même si par la suite, ils travestissent ce que nous disons entre nous, dehors, mais nous les recevons. Figurez-vous que, conformément à l'article 11 du Code électoral, oui, l'article 11 prescrit que chaque candidat, tout parti politique peut demander à se voir délivrer un exemplaire de la liste électorale à ses frais. Mais la commission électorale, pour conjurer le mauvais sort, pour aller à la paix, va éditer la liste électorale et les mettre gratuitement à la disposition des partis politiques avec une carte. Mais c'est ce que nous faisons. Il n'y a aucun acteur politique qui vient à la commission électorale indépendante et qui n'a pas eu de quoi l'édifier sur l'exécution de notre mission. Mais c'est notre façon de faire la paix. Et depuis le scrutin passé, est-ce qu'il y a des leçons que vous avez tirées, des enseignements que vous avez tirés de tout ce qui a bien pu se passer pour que cette année au moins, les Ivoiriens puissent aller voter tranquillement dans la salle? Bien sûr, M. Ly. Figurez-vous qu'en 2020, il y a eu la violence. Mais est-ce qu'en 2021, il y a eu la violence? On a fait les élections législatives, il n'y a pas eu de violence. L'enjeu est différent quand il s'agit de présidentielle. Bon, voilà pourquoi il faudrait qu'on exhorte ensemble la population, parce que c'est cette population que l'on utilise. Voyez-vous, moi je suis souvent un peu étonné de voir la réaction de certains acteurs politiques quand on dit que ceux-ci ne remplissent pas les conditions. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez radié. Non. C'est le citoyen qui ne respecte pas la loi. Son statut n'est pas conforme à la loi. On dit pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut être ivoirien, âgé de 18 ans, juge de ses droits civils et politiques. Mais si vous ne respectez pas cette disposition et qu'on vous sort de la liste électorale, est-ce que ça devait créer des problèmes? Quelle est votre lecture actuelle de l'environnement politique, Monsieur le Président? Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, tout se passe bien. Parce que pour une élection, il faut des électeurs. Pour une élection, il faut des candidats. Bientôt, on aura la liste des, comment on appelle, les dossiers de candidature qui vont être déposés au Conseil constitutionnel. Tout se passe bien. Pourtant, le PDCI, le PPACI vous ont quitté, la CEI. Oui, mais vous savez, au fond, c'est l'une des tares de la commission électorale indépendante. Les partis politiques ne sont pas ceux qui organisent réellement les opérations électorales. Il y a des gens que nous recrutons pour mener à bien l'organisation des opérations électorales. Les acteurs que nous sommes au sein de la commission ont vocation à contrôler l'exécution de cette opération électorale conformément à la loi. C'est ça notre travail. L'élection va se tenir, vous l'organiserez sans eux? Oui, nous allons l'organiser sans eux parce que c'est ce qu'eux-mêmes ils ont voulu. Ce sont eux qui ont démissionné. Mais quand vous démissionnez, c'est un acte volontaire. Je ne vais pas vous y contraindre. Mais en 2020, ils sont partis, nous avons organisé les élections. En 2025, ça ne sera pas nouveau s'ils sont partis. J'aurais bien voulu qu'ils soient là, mais s'ils ne sont pas là, mais ça ne contrarie en rien du tout la crédibilité et la sérénité de la commission électorale indépendante. Ça, il est bon de le préciser. Mais parce que figurez-vous, excusez-moi, monsieur Ly, c'est exaspérant quand même. Si vous subordonnez la validité d'une élection à présence des partis politiques à l'intérieur de la commission en charge des élections, mais vous biaisez le jeu ou vous biaisez la compétition. Parce que figurez-vous que la validité d'un procès verbal qui atteste des opérations électorales dans un bureau de vote soit subordonnée à la signature des représentants des acteurs ou des candidats. Mais celui qui se sentira en difficulté va refuser de signer. Et refusant de signer, n'étant pas loin du sceau du représentant de ce candidat, le procès verbal devient faux. Le procès verbal devient invalide. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que ça doit fonctionner? Si on subordonne la crédibilité des opérations électorales par la présence des acteurs politiques au sein de la commission, mais celui qui va se sentir en danger ou en difficulté va sortir, créant ainsi des difficultés. La loi ne le dit pas. Le code électoral dit
qu'il faut organiser les élections conformément à la loi. Alors, celui qui dit que ce que nous posons n'est pas conforme à la loi, mais saisit les juridictions pour que le droit soit dit. Mais la loi ne dit pas qu'il faut que le PDC soit au sein de la commission électorale ou bien le PPACI soit au sein de la commission électorale indépendante. On peut se battre pour avoir un droit, mais on ne se bat pas pour exercer un droit. Parce que l'exercice du droit, il est volontaire, il est libre. On vous a autorisé à venir au sein de la commission électorale indépendante pour qu'ensemble, on vérifie si les actes qui sont posés sont conformes à la loi. Mais vous fermez cette porte, vous partez. Mais alors, est-ce qu'on va subordonner la validité des opérations à votre départ? Mais en le faisant, ça ne sert à rien alors de créer une commission électorale indépendante. Mais ils ne sont pas partis peut-être sur un coup de tête, peut-être qu'il y a une situation qu'il faut peut-être arranger. Non, on parle de paix, de cohésion, Monsieur le Président. Mais pourquoi par la paix, on ne reste pas au sein de la commission électorale pour parler de la paix? D'accord. Vous croyez qu'on fait la paix quand on sort de la commission électorale indépendante? Qui c'est qui a dit qu'on ne peut pas rester sur place pour parler de la paix? Oui, M. Ly. Oui, donc, M. le Président, est-ce qu'on peut dire à la CEI, on peut se mettre à la CEI, regarder donc la nation et dire que tout va bien, on va vers des élections apaisées? Est-ce que la CEI a décidé d'avancer la tête baissée, M. le Président? Non, pourquoi? Est-ce que quand vous me regardez, j'ai la tête baissée, moi? Moi, je n'ai pas la tête baissée. Je n'ai jamais dit que la commission électorale exécutait. Nous exécutons notre mission conformément à la loi. Comment rassurer une partie de la population, Monsieur le Président, qui ne croit plus en l'impartialité de la CEI? Et on va terminer là-dessus. Mais c'est subjectif. L'impartialité, c'est un sentiment, c'est subjectif. Mais Monsieur Diaby, dites-moi ce que nous posons, la commission électorale pose qui ne soit pas conforme à la loi. L'opposition, c'est à elle qu'il faut poser cette question, Monsieur le Président. Ben, d'accord, quand Et elle a dit beaucoup de choses. mais alors, elle a dit beaucoup de choses, mais regardez si ces choses-là sont contraires à la loi. Mais pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être ivoirien. Si vous n'êtes pas ivoirien, vous n'y êtes pas. Est-ce que c'est une injustice? Pour être inscrit sur la liste électorale, il faut jouir de ses droits civils et politiques. L'organe qui vous déchoit de vos droits civils et politiques vous dit que vous êtes déchu de vos droits civils et politiques en exécutant cette décision. Est-ce que c'est une injustice? Mais alors, dites-moi ce qui est injuste. Moi, je vous ai dit que la commission électorale ne fait qu'exécuter ce que la loi dit. Nous avons 2 questions par téléphone. On va écouter Régis Kofi. 2 questions à Monsieur le Président pour terminer cette émission. Et c'est vrai, nous avions plusieurs questions, mais on s'arrêtera seulement à 2 questions. Et je pense que le président de la CEI s'est prononcé justement sur l'une d'entre elles. Monsieur Yao Atibissou souhaiterait savoir, au cas où un arrangement politique intervenait à quelques semaines de la présidentielle, est-ce que la CEI restera attachée à son chronogramme? Madame Mambo Adaloa, que pense le président de la CEI du processus actuel? Est-ce qu'il juge qu'il peut garantir la paix au soir du 25 octobre? Et puis sa deuxième question, est-ce que la CEI peut faire des recommandations aux politiques pour des élections apaisées? Il faut également dire que tout ce qui nous appelle en un seul mot, la paix en Côte d'Ivoire. En 30 secondes. Ben, ce que je peux demander aux uns et aux autres, c'est d'être fair-play. Il faut respecter la loi. La loi est la chose qui nous encadre. En restant dans l'antre de la loi, on profite de ses effets. Mais si vous sortez de la loi, vous vous exposez à la vindicte populaire, comme le dit l'auteur. Donc pour moi, vraiment, on aurait souhaité que tout se passe bien. Nous invitons les acteurs politiques à un peu plus de raison, à un peu plus de sagesse. Voyez-vous, en France, tout dernièrement, il y a un des candidats qui est considéré comme étant mieux placé pour être le prochain président de la République française, qui a été déclaré par les juges inéligible. Et les juges qui l'ont déclaré inéligible, semble-t-il, seraient membres d'un syndicat qui avait demandé à marcher contre le parti politique de ce candidat. Mais ça n'a pas remis en cause la décision de la juridiction qui a été rendue. Pour moi, je me dis que les acteurs politiques doivent commencer déjà à respecter les dispositions légales en la matière, aussi bien la loi comme les décisions de justice. C'est comme ça que ça commence. Parce que la population nous regarde. Mais figurez-vous, une élection qui est une compétition saine, qui consiste à désigner celui qui va être aux destinées de la nation, fait peur. Vous trouvez ça normal? Mais c'est parce que les acteurs eux-mêmes font de l'élection quelque chose qui fait peur. Alors qu'il s'agit tout simplement, ce jour-là, pour le peuple,
de donner son suffrage à celui qu'il considère comme étant apte à les diriger. Mais ça devait être festif que violent. Mais malheureusement, les acteurs politiques n'acceptent pas. Voyez-vous, au Ghana, alors que certains acteurs disaient qu'on avait pris leur voix, et le président est sorti pour dire, c'est-à-dire l'un des candidats qui avait perdu, a dit non, j'ai perdu les élections et la population est rentrée. C'est ce fair play qu'on demande aux acteurs ici. Si vous n'êtes pas content, comme en France, où le candidat qui a été déclaré inéligible a exercé une voie de recours civilisée, qui est celle de saisir les juridictions supérieures à celles qui ont rendu la décision. Mais c'est comme ça que ça se fait. Voilà pourquoi, lorsque vous n'êtes pas déclaré candidat, il faut saisir le Conseil constitutionnel. Lorsque vous n'êtes pas déclaré élu, il faut saisir le Conseil constitutionnel. Mais voilà la voie que la loi donne. Mais il ne s'agit pas d'exercer des violences sur qui que ce soit. Moi, je peux me tromper. La commission électorale peut se tromper pour dire que M. Diaby n'est pas élu alors que c'est M. Diaby qui est élu. Mais tout le monde ne peut pas se tromper. Si tout le monde se trompe, mais ce n'est plus une fraude, c'est un consensus. D'accord. Donc Merci. nous demandons aux uns et aux autres d'imprimer dans leurs différents actes, à leurs différents actes, une dose de sagesse et de raison. Merci. Monsieur le Président, merci beaucoup. Et doublement merci parce que, en dépit du deuil qui vous frappe, vous avez accepté notre invitation ici. Depuis quelques jours, votre génitrice nous a quittés. Oui, Monsieur le Président. Ben, je voudrais vous dire, Monsieur Diaby, moi je vous remercie. Vous savez, l'appel du devoir met en berne le pavillon des peines. Donc je considère que le devoir nous appelle et il est bon que je sois ici. Et puis ensemble, conjurons le mauvais sort pour le bien-être de notre pays. Merci, Monsieur le Président. Merci, Liam. C'est moi qui vous remercie. À l'heure où la Côte d'Ivoire se prépare à un nouveau rendez-vous avec son destin, chacun de nous a un rôle à jouer pour que la démocratie ne soit pas un mot vide. Ce soir, au-delà des chiffres et des débats, une vérité s'impose. Les Ivoiriens aspirent à une élection transparente, une élection apaisée. Alors, si la CEI a le devoir d'être l'arbitre impartial, car c'est de là que naît la confiance, les partis politiques ont aussi la responsabilité de penser au peuple qui ne veut plus de violence, plus de chaos ou de deuil liés aux élections. La paix, ce n'est pas l'affaire d'un camp, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas un slogan, c'est un engagement commun, la paix, une exigence nationale même. Alors que chacun à sa place fasse ce qu'il faut pour que 2025 soit simplement un tournant et non un piège. Vive la Côte d'Ivoire en paix, bonne soirée et à très vite sur la chaîne qui rassemble.